Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, de la grande démission à la grande admission. On en parle dans quelques instants, c'est un phénomène qui vient des États-Unis et on en parle avec Jérôme Ricard. Il est Product Marketing Manager chez Cegid, il est notre invité. Smart Philo, le digital qui bouleverse nos sociétés. On en parle avec l'écrivain philosophe Luc de Brabander. Et puis dans le cercle RH, quel tourisme pour demain et d'ailleurs pour aujourd'hui, après cette crise Covid, et on parlera évidemment de la crise ukrainienne, eh bien les touristes ont fui la France. On va revenir, que faut-il inventer pour inventer ce nouveau tourisme? On fera le point avec des experts de ce sujet. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, jeunes actifs, l'opération Séduction des Hautes-Alpes, une campagne pour vous donner envie d'aller tout simplement travailler dans ce beau département. On en parlera avec Yvan Chex, il est directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle de la grande démission qui est un sujet de préoccupation, alors surtout aux États-Unis. On en parle avec Jérôme Ricard. Bonjour Jérôme. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Product Marketing Manager chez Cegid et vous avez choisi de vous emparer de ce sujet de la grande démission. D'abord, quelques éléments de contexte, ça vient des États-Unis. Tout à fait. Et aux États-Unis, le phénomène a pris beaucoup d'ampleur, ce qui est différent un peu de la France où il y a un salaire minimum garanti sur le territoire national. Aux États-Unis, le salaire minimum garanti est fédéral, il n'a pas bougé depuis 15 ans. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, dans un contexte d'inflation forte, quittent certains territoires pour aller vers d'autres et chercher un meilleur salaire. Des emplois, souvent des collaborateurs qui font plusieurs emplois et des emplois souvent sous-payés pour ceux qui se lancent dans la grande démission. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a des similitudes avec la France ? Alors, il y a effectivement des similitudes avec la France. On entend parler de la grande démission qui arriverait. Il y a une flexibilité du travail qui n'a jamais été aussi forte. En France, on a un taux de chômage au plus bas depuis 12 ans. Le taux de chômage aux États-Unis est revenu pratiquement à celui qu'il était avant la crise. Donc, quand on a plus d'offres que de demandes, eh bien évidemment, les collaborateurs ont tendance à aller chercher du travail ailleurs. Il y a aussi une perte de repères, parce que même si ce n'est pas toute la population française, on a 40% des Français qui ont droit au télétravail, 60% qui n'ont pas droit. Ceux qui sont dans des postes postés, dans des usines, ils n'ont pas le choix. C'est ça. Et donc, pour ceux qui ont droit au télétravail, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un autre emploi quand on est à la maison et qu'on peut appeler facilement un autre employeur. C'est vrai. Et puis, pour ceux qui n'ont pas le droit au télétravail, aujourd'hui, ils cherchent également à aller chercher ce petit Graal qui est le télétravail. Et on voit des gens qui étaient dans la distribution et qui vont chercher, par exemple, des emplois de télévendeurs ou autres. Et puis, dans cette mouvance-là, on a aussi beaucoup de grandes vagues de bouleversements dans le marché du travail. Avec les confinements successifs, on a vu les personnes qui étaient dans l'hôtellerie et qui partent vers du service à la personne. On va avoir 60 000 emplois qui vont être détruits dans l'ingénierie automobile. Tout ça, ça bouscule beaucoup le marché du travail. Puis les gens le découvrent, deviennent des ambassadeurs et attirent vers d'autres métiers des personnes qui étaient bien installées depuis longtemps. C'est intéressant, d'ailleurs, vous dites qu'ils vont chercher le Graal, quittant même des secteurs où il n'y avait pas de télétravail pour quitter leur secteur, cherchant un endroit où il y a des postes, il y a du télétravail. Ça, c'est très intéressant. Complètement. C'est devenu un élément clé de choix. C'est évidemment un élément clé de choix. Et puis, c'est aussi accentué par la force des réseaux sociaux, parce que maintenant, les gens n'hésitent pas à dire moi, je suis arrivé dans tel secteur, je gagne tant, il y a tel avantage sociaux, il y a des applications entières qui se créent pour noter les entreprises et qui amènent aussi des collaborateurs à changer de poste. Alors, évidemment, en creux, ça, c'est une réflexion que vous menez chez Cegid, bien entendu. C'est une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on voit que le marché du travail est bousculé, perturbé, la vraie question qu'il faut se poser, c'est la question qui découle de l'attractivité. Comment on les garde, ces collaborateurs ? C'est ça la question. La première chose à faire, c'est travailler beaucoup sur la rétention. Et la rétention, aujourd'hui, elle passe par plusieurs axes. Le premier axe,
et là, tous les DRH que je rencontre, qui sont des clients de notre entreprise, et on a un réseau assez étendu de plus de 1000 DRH, eh bien, ces DRH, ils disent tous, il faut travailler en 2022-2023 sur le manager, la proximité du manager avec le collaborateur, une conversation continue qui s'établit entre le manager et le collaborateur. Parce que la distance est plus grande aujourd'hui, liée au télétravail. Parce que la distance est plus grande, et puis qu'on est aussi dans un monde incertain où chaque collaborateur a besoin d'être rassuré sur ses objectifs, reguidé, réorganisé dans son travail au quotidien. Donc ça, c'est quand même compliqué pour le manager, pour le coup, de devoir en permanence refixer les cadres, donner confiance. Alors, il y a des outils pour ça aujourd'hui, effectivement. Il y a le donner confiance, et c'est pour ça que les RH doivent accompagner au plus près les collaborateurs. Dans ce cadre-là, pour les collaborateurs et les managers, il y a un deuxième axe fort en ce moment pour garder les collaborateurs, c'est offrir plus de flexibilité et de permettre, avec des termes qu'on emploie souvent dans le domaine RH, l'upskilling, le reskilling, c'est de permettre à des collaborateurs de les faire croître en compétences sur des domaines d'activité où ils n'étaient pas bons, soit de les reformer complètement à de nouvelles compétences, parce qu'on a besoin de les réemployer, de les garder, et c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher quelqu'un sur le marché que de reformer quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise et qui sera fidèle. Et puis il y a des initiatives nouvelles qu'on voit apparaître. On entend beaucoup parler, alors en Belgique, ils ont mis ça dans le Code du travail il y a une quinzaine de jours, c'est la semaine de 4 jours. En France, il y a quelques entreprises qui ont basculé, il y a des DRH qui aujourd'hui évoquent ce sujet-là déjà avec nous. C'est le besoin de pouvoir être attractif, même quand on n'a pas la possibilité d'offrir du télétravail. Quand j'offre une semaine de 4 jours, eh bien sur 4 jours, je vais bosser peut-être plus, mais je vais avoir 3 jours de repos. Et par rapport à quelqu'un qui a 3 jours de télétravail et 2 jours sur place, eh bien, il peut faire la différence. Il arbitrera évidemment en fonction de ses choix personnels, d'ailleurs, ça c'est important. Il y a un autre enjeu, il y a l'employabilité, il y a l'idée qu'il faut former des collaborateurs et les faire monter en puissance à l'intérieur de l'entreprise, ça vous l'évoquiez. Puis il y a quand même l'idée du sens et du recrutement. Et le recrutement n'est pas simple aujourd'hui, il est compliqué. Les collaborateurs disent, c'est bien le salaire, mais c'est quoi le sens que vous me donnez là à ce poste ? Il y a 3 choses peut-être que... Alors déjà, il y a des entreprises, on a entendu là, dernièrement la Poste qui a adopté son statut d'entreprise à mission. Le premier acte, c'est d'avoir une politique plus inclusive, d'entériner cette politique inclusive dans le temps. C'est aider les managers à comprendre ce que c'est que l'inclusion et accueillir tout le monde dans l'entreprise, la parité, la transformation sociale de cette entreprise. Il y a aussi des axes qui sont peut-être un petit peu différents. Parce que le monde du recrutement change et s'inverse. On avait autrefois la fameuse question, quelles sont vos 3 principales qualités et vos 3 principaux défauts. Ouais. Aujourd'hui, c'est le salarié qui pose ça aux recruteurs. C'est quoi les 3 principales qualités de l'entreprise et quels sont ces 3 principaux défauts ? Il y a une inversion du rapport de force, puisque vous l'évoquiez au début, c'est que par ce marché du travail, des salariés qui ont pris la main, l'entreprise se retrouve challengée finalement. Elle se retrouve complètement challengée. Et puis, on pourra avoir demain peut-être des salariés qui iront chercher plus des entreprises qui proposent, qui vont rechercher des compétences. Et puis, les salariés proposeront leurs compétences et on ne sera plus dans une recherche de poste classique où je vais rechercher un emploi et puis je trouve un emploi. Et ça, c'est une transformation qu'on voit apparaître aujourd'hui. Et ça, Jérôme, c'est intéressant parce que quand on ne s'appuie que sur les compétences et pas forcément sur le poste, on se dit, tiens, on va plus vers les métiers de l'indépendance. On s'appuie sur des prestataires indépendants qui amènent une valeur ajoutée, mais pas forcément le poste. Et c'est nouveau, change, ça. C'est ce qui change beaucoup et on pourrait associer ça. Alors, il y a les freelances, et les freelances, il y a des gens qui partent de l'entreprise et qui vont continuer à travailler dans l'entreprise en freelance. Et puis, il y a aussi ce phénomène des salariés boomerang. Alors ça, les freelances, évidemment, on en parle beaucoup. C'est quoi ça, les boomerangs ? Les boomerangs, ce sont tous ces collaborateurs qui ne trouvent pas assez vite dans l'entreprise la capacité à évoluer et qui donc vont chercher cette évolution dans une autre entreprise. Et puis, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, ils reviennent dans l'entreprise. Le gros avantage, c'est qu'ils connaissent déjà l'entreprise, ils connaissent ses avantages et ils connaissent ses défauts, et qui sont beaucoup plus fidèles dans le développement et qui deviennent de meilleurs ambassadeurs. Et il y a même des entreprises qui aujourd'hui créent des réseaux d'anciens pour que ces anciens soient des viviers de candidats potentiels. Donc c'est les alumni, non pas version école de commerce, mais c'est les alumni version grand groupe ou entreprise. Complètement. Ils sont ambassadeurs et ce sont des viviers aussi en se disant tiens, ça fait 15 ans qu'il est parti. Mais il a progressé, tiens, j'ai peut-être l'appelé, parce que c'est aussi des éléments de chasse de tête, ça.
C'est complètement ça, c'est que ce réseau d'anciens, en fait, permet de placer à la fois dans l'entreprise et puis de placer également sur des missions, parce qu'on ne recherche pas forcément une mission pour 3 ans, pour 4 ans, pour faire un CDI, on recherche parfois des missions de courte durée. Et comme le marché est tendu, c'est plus facile d'aller chercher dans ce vivier des potentiels de missions. Un tout dernier mot pour résumer ce que vous êtes venu nous expliquer en représentant aujourd'hui Cegid, c'est qu'on est dans un bouleversement. On en est où dans ces bouleversements? On est au début d'une révolution ou on arrive à la fin de ces bouleversements? On se situe où là? On se situe à cette période charnière où chacun a pris conscience de la force qu'il pouvait avoir dans un marché qui était global. Les candidats savent aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus attendus qu'avant. L'entreprise sait qu'elle a besoin de beaucoup mieux séduire. Et donc, il y a une transformation de chaque acteur pour arriver à faire le grand retour sur le marché du travail après la grande démission. Donc, ça veut dire que, on élimine l'idée d'une grande démission en France, pour qu'on soit bien d'accord là-dessus. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Beaucoup de flexibilité, mais pas de grande démission. Pas de grande démission. En revanche, il y a quand même un enjeu sur le grand retour. Ça, c'est plus la réalité de la France. C'est-à-dire, comment on fait revenir des collaborateurs au travail? C'est tout sur le lieu de travail. C'est toute la difficulté des DRH aujourd'hui. Les collaborateurs vont rester un peu plus chez eux. Les DRH veulent que les collaborateurs reviennent un peu plus travailler. Je pense qu'on trouvera un équilibre dans les prochains mois. Et puis une mission qui vous tient très à cœur, pour conclure, c'est l'action que vous menez pour les managers à travers des outils, pour les aider justement à garder la main sur leurs équipes. C'est bien cela dont il est question. C'est bien ça. Et avec les solutions qu'on propose, on a effectivement une plus grande proximité des managers avec leurs équipes et qui se voient au quotidien parce que les outils sont rentrés dans l'usage et apportent une expérience collaborateur qui est extraordinaire. Merci Jérôme Ricard de nous avoir rendu visite. On se voit dans un mois, si je ne m'abuse. Vous ou quelqu'un de votre entreprise, Product Marketing Manager chez Cegid. Merci de nous avoir éclairé sur ce concept de grande démission, mais surtout sur ce concept de grand retour du travail et de cette dérégulation du marché du travail. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On va faire un peu de philo, tiens, ça va vous passionner. Smart Philo, c'est tout de suite, et c'est avec Luc de Brabander. On parle, devinez quoi? On parle du numérique. Oui. Smart Philo, et on parle de la transformation digitale. C'est un sujet qui tient très très à cœur à Luc de Brabander. Bonjour Luc. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes philosophe d'entreprise, et vous vous attelez évidemment ici sur le plateau et à travers vos livres, je vais le présenter, sur des sujets technologiques et l'innovation et évidemment le numérique. Ce livre, Petite philosophie de la transformation digitale, ou comment redécouvrir l'art du zigzag, sorti en 2019. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes venu, alors je le remonte parce que c'est des livres toujours très intéressants, parce que vous mêlez deux sujets qui à première vue ne sont pas liés. Et vous dites, avant d'entamer évidemment le développement de votre pensée, vous dites c'est lié. Philo et numérique, c'est lié. Oui, parce que la philo, c'est comment être rigoureux quand il n'y a pas de chiffres. Et dans tous ces bouleversements numériques, il y a des choses non chiffrées, non chiffrables. Et pour être rigoureux, il faut la philo. Il faut de la philo. Alors, rentrons sur le sujet qui vous tient très, très à cœur, cette fameuse transformation digitale. Oui. Il faut quoi? Il fallait le faire, fallait pas le faire? On est engagé, on n'a pas le choix? On n'a pas le choix. On est d'accord. On n'a pas le choix, mais il ne faut pas voir ça comme des machines qu'on rajoute à une situation existante. Et la vraie question, c'est se réinventer dans un monde qui devient digital. Je n'aime pas l'expression digitaliser ou numériser. C'est comme si on donnait de la couleur. Non. Il faut se réinventer. Bon, le monde est devenu autre. Comment vais-je faire mon métier d'avocat, de médecin, de professeur Donc vous dites que ce n'est pas une couche qui s'implémente sur une autre, c'est une nouvelle couche tout simplement. Exactement. Et comme si on éliminait ce qui avait... On recommence je dirais, à se réinventer parce que le monde est tellement différent. On ne peut pas être aujourd'hui professeur comme on l'était il y a 50 ans. Mais par contre, l'essence même de l'enseignement, de transmettre du savoir, c'est la même. Sauf que les outils utilisés par les professeurs doivent s'appliquer, s'adapter aux besoins des jeunes. Les professeurs qui font des PDF de leurs cours pour le montrer dans un Zoom, ça ne marche pas. Moi, je voudrais enseigner dans le monde d'aujourd'hui, comment vais-je faire? Peut-être sans papier. C'est-à-dire dans l'oralité, pour pouvoir être au contact au plus près de ces jeunes qu'on a en visio. Alors vous êtes venu non seulement avec ce livre, chez Manitoba qui est l'éditeur, mais avec quelques illustrations visuelles pour développer votre pensée. Voilà. Et si on commençait par cette goélette, je ne sais pas si c'est une goélette d'ailleurs. C'est un bateau qui appartenait, donc je suppose qu'on le voit, qui appartenait à la marine française il y a environ 200 ans, et qui a quelque chose de très caractéristique, c'est qu'il est hybride. Alors on le voit là, vous voyez. Voilà, il est hybride. Il est à voile et il y a une machine à vapeur. Eh bien,
face à un même bateau, on peut avoir des regards différents. La personne extrêmement conservatrice va dire « Tiens, on a rajouté une machine à vapeur sur le bateau à voile. » Mais l'idée dominante reste la voile. C'est la voile, ouais. La personne qui voit loin va « Oh, on est entré dans un autre monde. C'est le monde de la marine à vapeur. » Bon, on garde les voiles, tant mieux si la machine est cassée. Mais voyez la différence. Donc, on peut voir la vapeur comme un ajout à l'existant. Bon, ça va un peu mieux, c'est vrai. Ou bien comme le début d'une révolution. Et dans la relation de l'homme et de la technique, on est souvent dans cette situation-là. C'est-à-dire devoir faire un choix lorsqu'on a un visuel, on se dit mais je penche de quel côté Oui, et le choix en général, on ne le décide pas, on a plutôt une tendance de la continuité, de l'amélioration, de prendre les vieux modèles et de les moderniser. Oui. C'est intéressant parce que le mot hybride, c'est un mot qui est plus que jamais dans l'actualité aujourd'hui. Pourtant, l'hybride, c'est vraiment le sujet. C'est le sujet, c'est la voiture électrique mêlée à un moteur thermique. Alors, deuxième illustration, je l'aime beaucoup celle-ci, une course des vélocipèdes dans le jardin du Luxembourg. En fait, personne n'a jamais inventé le vélo. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui un jour s'est levé en disant « Oh, j'ai une super idée, je vais faire... » C'est jamais arrivé comme ça. Vélocipède, c'est deux mots. Vélos, rapide, pède, les pieds. Donc, cet engin, je n'appelle pas ça un vélo, cet engin a été inventé pour permettre aux pieds d'aller plus vite. Donc, le modèle de base, ce sont les pieds. Alors, je vais améliorer. Ou avec des roues, je vais aller mes pieds un peu plus vite. Donc, et le vélo, en fait, c'est dans une descente. Quelqu'un s'est rendu compte, mais au fond, j'ai plus besoin de mes pieds. Et puis, clac, ah oui, je peux mettre une chaîne, des pédales, etc. Et le mot l'indique bien, vélocipède, les pieds qui vont plus vite. Et ça illustre tellement bien l'attitude que l'on a de prendre l'existant, les pieds, et de l'améliorer, mais plutôt que de penser au vélo. Mais si, juste pour faire une petite parenthèse sur cette illustration, si on le transpose au numérique, comment on peut le transposer? Parce que le numérique, on a commencé notre échange sur l'idée que c'était une révolution nouvelle. C'est pas un coup de peinture qu'on met sur l'ancien. Là, c'est compliqué, là. Mais disons, ma génération, elle a grandi avec le journal, hein, le quotidien. Clairement. Bon. Avec les doigts un peu noircis. Ah ben exactement. Et donc, le modèle, en fait, du journal, c'est quoi? C'est l'information qui vient du journal et qui vient chez moi. Et puis, on rentre dans le monde Google. On dit, mais c'est formidable, on ne paye plus, ça va très, très vite, c'est correct et tout. Et donc, mais si on ne se rend pas compte que l'information va dans l'autre sens, on rate sa propre transformation digitale. C'est-à-dire qu'elle ne vient plus à nous, c'est nous qui utilisons Google pour capter de l'info. C'est exactement ça. Et donc, si on ne réalise pas que des nouvelles technologies nécessitent de nouveaux modèles mentaux, je crois qu'on rate sa transformation digitale. Il faut changer 2 fois. Mais vous n'êtes pas un disruptif au point de dire, bon, finalement, revenez plutôt au journal papier et laissez donc tomber votre téléphone portable où il y a les infos. Non, mais c'est intéressant quand même de savoir, c'est souvent un débat, ça même politique d'ailleurs. Absolument. Non, mais moi je veux bien n'importe quel outil du moment qu'on se rend bien compte de ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Donc on est un citoyen numérique informé. Oui, et critique. Et critique. Qui dit, mais au fond, Google, je ne paye pas. D'où vient tout cet argent? Ce sont les plus riches du monde. Voilà, c'est ça la pensée critique. C'est vrai que c'est assez troublant. Information gratuite, on dit toujours quand c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paie au bout. Bien sûr. Troisième illustration, alors intéressante, parce qu'on est toujours dans la mobilité. C'est 3 éléments de mobilité. On va le voir, ce sont des locomotives, en tout cas des wagons. Là aussi, il y a l'idée du mouvement. Exactement. Et c'est surtout le wagon qui est intéressant. Quand on regarde de près, comment est-il construit? En fait, ce sont 3 diligences qu'on a mis côte à côte. Et c'est typiquement le danger dans lequel on est. Donc avant, il y avait des chevaux. Bon, locomotive super puissant, on va pouvoir empiler les diligences. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et les premiers wagons, pendant des dizaines d'années, avaient pratiquement autant de portes que de compartiments. Et donc, on voit bien que c'est de nouveau la nouvelle technologie, la locomotive, mais l'ancien modèle mental, la diligence. Non, quand on a une locomotive, il faut casser et oublier la diligence. Et on met 2 portes au wagon. Sauf que pendant longtemps, on est resté sur le modèle de la diligence, comme le vélocipède, finalement. Ça reste dans le même esprit. Oui, absolument. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Alors là, on arrive sur la 4e illustration. Alors celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle ne date pas du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Un peu moins. Elle est plus proche de nous et elle est totalement futuriste. Voilà. En fait, c'était la couverture du Economist il y a 2-3 ans. Et c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Et le titre, c'était « L'information est le nouveau pétrole » ou quelque chose comme ça. Oui et non. C'est intéressant. Le pétrole, on l'a découvert dans les années 1850 environ. Pendant 30 ans, on n'a rien fait d'autre que le brûler. Donc on a pris le modèle du poêle à charbon, oui c'est vrai, pour le mettre dans des lampes. Voilà, en disant finalement c'est un peu plus facile que le charbon. Mais la vraie révolution du pétrole, c'est pas de le faire brûler, c'est de le faire exploser ou de le transformer pour faire le plastique. Et c'était 30 ans plus tard. Et je crois que l'image, je l'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où beaucoup de gens brûlent leur information. Non, il faut la faire exploser avec de la créativité et ça, seul l'être humain peut la faire.
Mais j'imagine que vous utilisez ces arguments, Oui. ces illustrations pour le présenter à des dirigeants, à des décideurs. Oui, c'est mon métier. Quelle est leur réaction? Parce qu'en même temps, on est un peu prisonnier de tous ces outils, pour être très honnête. On n'a plus trop le choix. Justement, on n'a plus le choix du tout. On est d'accord. On est dans ce monde-là. Le vrai choix, c'est est-ce que je vais conduire ce qui va m'arriver ou je vais être conduit par quelqu'un d'autre. Il est là le choix. Et conduire ce qui va nous arriver, c'est inventer des nouvelles manières d'utiliser tout ce... En fait, de réinventer son métier dans le monde qui est aujourd'hui devenu digital. Mais ça veut dire qu'on doit être un acteur engagé. On doit avoir des gestes comme un écologiste ou comme un citoyen engagé va trier ses poubelles, choisir sa poubelle et sa couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire objectivement si ce n'est subir? Voilà, mon métier, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est ça. C'est plutôt d'expliquer comment ils doivent penser. On disait tout à l'heure, Google est gratuit. Comment est-ce possible? Et quand on creuse, pourquoi? Je connais tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a des tas de choses. Le doute philosophique se dit, tiens, au fond, c'est bizarre. J'ai fait ça hier, je reçois une pub aujourd'hui. Donc, bien, c'est ça, l'esprit critique. Moi, je crois dire aux gens ce qu'ils doivent faire, non. Mais peut-être leur donner des pistes pour comment il faut penser, ça, oui. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, être aguerri, observateur, oui. Voilà. En éveil. En éveil et être conscient de ses propres tendances, un peu de paresse, de prendre la nouvelle technologie avec des vieux modèles mentaux. En France, vous avez encore des chèques. Nous, en Belgique, on en rit un petit peu quand même. Donc, vous riez de nos chèques? Un petit peu. Oh, c'est dur ce que vous venez de nous dire là. Effectivement, on a encore des chèques. Ouais. D'ailleurs, qui ne sont pas acceptés partout, il faut quand même le savoir. Voilà, Donc, chez vous, en Belgique, il n'y a plus de chèques terminés. Non. On n'est que sur des paiements en carte. Et justement, voilà, tout est dit. Tout est dit. Écoutez, c'est une information essentielle de savoir que les Belges, ce beau pays, a déjà supprimé des chèques pendant que la France... Oui, et la semaine de 4 jours, vous avez entendu? Et la semaine de 4 jours, c'est vrai. Vous êtes venu faire un peu de promotion de votre pays, finalement. Voilà. C'est ça. Voilà. Luc de Brabander, merci d'être venu nous rendre visite. Petite philosophie de la transformation digitale ou comment redécouvrir l'art du zigzag. C'est un sujet que vous aviez déjà développé, l'art du zigzag. Oui, donc c'est changer la réalité, changer la manière de la voir en alternance. Bon, l'art du manager. Le zigzag. On fait une courte pause. Merci de nous avoir rendu visite. Et puis on va s'intéresser justement au tourisme. On l'évoquait tout à l'heure dans notre première rubrique, sur ces métiers qui se sont transformés, sur des collaborateurs qui ne veulent plus travailler dans le secteur du tourisme. On va revenir évidemment sur la crise Covid. Elle a impacté l'hôtellerie évidemment et les déplacements. Et puis il y a cette guerre ukrainienne qui risque elle aussi d'avoir des incidences. On en parle juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler aujourd'hui du tourisme. Alors c'est un secteur qui a été évidemment touché, impacté par la crise Covid. On va revenir sur cette guerre ukrainienne qui n'augure rien de bon, au moment où d'ailleurs les opérateurs de tourisme, les chaînes hôtelières et tous les acteurs du métier disaient ça repart, on est en train doucement de repartir. Et puis il y a évidemment cette crise, pour ne pas dire cette guerre ukrainienne. On fait le point avec un débat aussi sur les touristes russes qui évidemment apportent beaucoup de devises. Plus d'1 milliard pourrait être perdu par l'absence évidemment de touristes russes sur notre territoire. On fait le point sur ce sujet. Est-ce qu'il faut réinventer une nouvelle forme de tourisme? Est-ce que c'est la fin du tourisme de masse? Comment se réinvente et va se réinventer le tourisme? On en parle avec Cécile Leclerc. Merci Cécile d'être avec nous. Alors vous êtes Investment Manager Extendam, je crois l'avoir dit à peu près copieusement, mais vous êtes aussi membre de la Fabrique du tourisme, qui est une think tank de réflexion, évidemment, qui réunit tous les métiers du tourisme, justement pour penser ce tourisme de demain. Johanna Wagner, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des relations entreprises du Master IMI, on peut dire IMI, I-M-H-I, de l'ESSEC. Et c'est intéressant parce qu'il faudra qu'on parle de l'attractivité de ces métiers, puisqu'on a vu quand même au moment de la reprise des chaînes d'entreprise, des grands groupes qui disaient on ne trouve pas, on galère, on a des gros problèmes de recrutement. Puis avec nous, Serge Trigano, merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est un vrai plaisir. Cofondateur d'Em Mama Shelter, 16 au total, sont des hôtels. Vous avez disrupté, vous êtes engagé avec vos enfants notamment. J'y suis allé, j'y ai dormi, donc je suis un usager de vos hôtels. C'est effectivement très disruptif, très sympa, très jeune. Et puis évidemment, votre nom est associé au Club Med. Vous avez dirigé d'ailleurs le Club Med dans les années 90. Et puis je crois que c'est votre papa
pour la petite histoire, cofondateur. C'était des toiles de tente Trigano au départ. On est d'accord, hein, c'est bien ça. La Méditerranée a débuté avec des villages de camping, des villages de tente. Des toiles. Des toiles de tente. Et comme mon père travaillait dans une entreprise familiale qui fabriquait du matériel de camping, c'est comme ça qu'il a fourni le matériel, et qu'il est tombé amoureux du club et qu'il l'a développé. Et qu'il a créé ce phénomène Club Med populaire, très grand public. La stratégie a un tout petit peu évolué ces dernières années. C'est-à-dire, ça vous fait quoi de parler des toiles de tente alors qu'on est déjà projeté dans une forme de tourisme très moderne avec des avions? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, là aujourd'hui, vu les crises, retour à un tourisme très campagne, un tourisme à 10 bornes de chez nous, comme on le faisait en 1936. Vous savez, les gens partaient en vélo avec une petite remorque et puis ils allaient planter la tente dans un bosquet. Ils partaient en vacances. Non, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ou cet avantage-là? C'est pas un risque. Il y a toute forme de tourisme valable. Il y a effectivement le tourisme de proximité, il y a le tourisme de plage, il y a le tourisme de découverte, il y a l'envie d'aller ailleurs, il y a l'envie de partir en vélo, l'envie de partir en train, l'envie de partir en avion. Je crois qu'il y a toutes les formes de tourisme à respecter. Et moi, je milite pour un tourisme populaire, un tourisme de masse. Moi, je préfère voir nos pays envahis par des hordes de touristes que par des militaires, comme on est en train de le voir actuellement sur toutes les chaînes de télé. C'est des gens qui vont commencer par visiter nos pays au pas de charge et puis qui après prendront le temps de découvrir au fur et à mesure que leur pouvoir d'achat va augmenter. Et je crois qu'il faut respecter toutes ces formes de tourisme. Juste un mot, parce que je donne la parole à mes deux expertes, mais vous êtes inquiet puisque vous avez traversé une crise difficile, presque 50% de baisse d'activité dans les nuitées. Enfin, c'est à peu près le chiffre est équivalent pour presque tout le monde. Et là, vous avez cette guerre en Ukraine, on parle de guerre nucléaire, de troisième guerre mondiale, puisque le mot a été jeté. Enfin, ça pose quand même quelques inquiétudes pour les professionnels du tourisme. Bien sûr, inquiet à court terme, bien sûr. On va avoir des annulations, on va avoir des destinations qui vont se fermer. Optimisme à moyen long terme, parce que je crois que de toute façon on aurait envie, et on l'a vu quand la pandémie a commencé à affaiblir l'envie qu'avaient les gens de repartir, de voyager, les hôtels se sont remplis, les restaurants, et ainsi de suite. Bon, là je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Oui, on est dans un flou total, c'est impossible. Impossible. Cécile Leclerc, la fabrique du tourisme, réfléchit à ce tourisme de demain, mais déjà aujourd'hui, on ne peut pas mesurer encore l'impact de cette guerre en Ukraine, mais vous la pressentez. Elle va avoir des conséquences importantes quand même sur l'économie. Bien sûr, après, effectivement, l'hôtellerie fait face à pas mal de crises et a toujours fait face à des crises. Je pense qu'il est important, c'est le mot qu'évoquait Serge, c'est l'optimisme. Et c'est un secteur qui est plein d'optimisme et un secteur qui a fait face à plein de crises et qui s'en est toujours remis. Il y en a deux coups sur coup qui sont violentes. La crise Covid a été très violente. Bien sûr, après, effectivement, et la crise du Covid a permis aussi de faire émerger des réflexions. Et ça a été aussi l'objectif de cette fabrique du tourisme, c'est de mettre tous les acteurs du monde de l'hospitalité entre eux pour faire émerger des nouvelles idées et de voir comment on peut passer au-delà. Alors, bien sûr, c'est des conséquences qui sont très importantes pour le secteur, mais néanmoins, l'idée, c'est d'aller chercher les ressources pour trouver des nouveaux leviers de valeur et d'aller chercher des nouvelles clientèles, des nouveaux produits, des nouveaux services et de réfléchir à comment anticiper l'hôtellerie de demain en prenant en compte ce contexte. Je le resitue dans le cadre de notre émission Smart Job, c'est-à-dire les emplois, le travail. On est là au premier rang des destinations touristiques en nombre de visiteurs et on est au troisième rang en termes de chiffre d'affaires généré, puisqu'on est derrière les États-Unis et l'Espagne. Économiquement, là je me tourne vers vous parce que vous formez à travers l'ESSEC des étudiants qui vont devenir des professionnels que vous allez embaucher. C'est compliqué, là il y a une inquiétude. Comment ça se passe? D'abord l'école, les formations et puis ceux qui sont dans vos écoles qui vous disent on arrive dans un secteur qui est un peu complexe, sinistré. Alors oui, mais on voit aussi qu'à chaque fois qu'on parle à des personnes qui ont été diplômées de ce master qui va fêter ses 40 ans, qu'en fait on a toujours des histoires de personnes qui disent « moi aussi quand je suis rentrée sur le marché du travail ». 70, le choc pétrolier. C'était la crise financière de 2008. Ensuite, on a eu des incertitudes au Moyen-Orient. L'hôtellerie de luxe a beaucoup peiné après 2015, etc. Donc en fait, il y a toujours des histoires et elles finissent toujours bien. Donc je pense que ça, c'est ce qu'on transmet aux étudiants aussi, c'est de se dire qu'on est sur des métiers qui savent se transformer, qui savent s'adapter, que lorsqu'il n'y a pas de touristes qui viennent de loin, bien justement, vous le disiez tout à l'heure, il y a des tourismes qui viennent d'à côté. Ce qui s'est passé d'ailleurs là, la saison précédente, les Français sont restés en France. Exactement. Donc il y a des leviers, on est sur des fondamentaux qui restent tout de même solides et sur des personnes aussi qui le font par amour et par optimisme envers cette activité et du coup qui ont envie de la porter au quotidien. Il y a quand même un sujet
sujet, parce que vous évoquiez, puisqu'on est dessus, le fameux tourisme de masse, et vous dites, je préfère un tourisme de masse à des soldats qui piétinent un pays, évidemment. J'ai en mémoire Barcelone qui est en train de se révolter contre un tourisme de masse, de bus, de Britanniques, pour ne pas les citer, et d'autres qui transforment la ville en gigantesque beuverie. Et il y a une réflexion menée à Barcelone sur cette notion de tourisme de masse. Puis il y a un deuxième sujet qui vous impacte. Là, ce sont les écologistes qui le portent et qui disent, attendez, arrêtez de prendre l'avion, c'est très polluant. Et ça, c'est une campagne qui est lancée. Et l'avion contribue au développement du tourisme. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui disent plus de touristes de masse et à ceux qui disent arrêtez de prendre l'avion? Alors, à ceux qui disent plus de tourisme de masse, je ne suis pas d'accord. Il y a des excès, Barcelone, Venise, les gros bateaux qui polluent et tout. Je crois que c'est en train de se corriger. Et encore une fois, en respectant ce tourisme populaire, premièrement. Deuxièmement, sur le transport, je pense qu'on va avoir plus d'utilisation du train à l'avenir. Et qu'en même temps, les compagnies comme Airbus sont en train d'inventer l'avion de demain qui polluera beaucoup moins, qui ne polluera plus. À l'hydrogène, Voilà, on n'aura pas l'avion électrique. C'est en route. Alors ça prendra 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et comme tu l'as dit, je veux dire, le tourisme, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'a cessé de croître. C'est une activité qui est jeune, c'est une industrie qui débute. Et on est leader, quand même. Et on est les leaders, et elle offre des opportunités formidables pour des jeunes. Il faut leur donner le goût de ce métier, et en leur disant que c'est un métier à la fois qui est une fin en soi, et qui est aussi une ouverture vers d'autres métiers. Travailler dans l'hôtellerie, travailler dans la restauration, c'est aussi apprendre à être avec les gens. Et c'est une école qui peut vous permettre de vivre demain dans des métiers plus traditionnels, plus classiques et autres. On vous sent épanoui dans cette aventure Mama Shelter? Parce que vous dites, moi j'ai trouvé ma liberté en faisant cela. C'est ça aussi? Oui, moins enfermé que dans un énorme groupe comme le Club Med. Ouais, moi j'ai vécu toute ma vie dans l'hospitality business. Vous dites tous hospitality, je n'ai pas utilisé le langage, mais c'est exactement le mot utilisé. L'hospitalité. C'est le tourisme exactement. C'est vrai. C'est l'acte d'aller visiter un pays. C'est donc pas exactement ça. On parle de vacancier, donc c'est un mélange tourisme-vacancier. Bon, alors hospitality, si vous trouvez autre chose, j'ai pas. J'ai pas non plus. Mais voilà. Et donc c'est des métiers auxquels il faut redonner un petit peu le goût de jeunes. Et moi, oui, l'aventure du Mama a été formidable. En plus, on s'est après appuyé sur le groupe Accor qui a pris maintenant l'intégralité du capital. Et ça a été une aventure humaine extraordinaire avec mes 2 fils, avec un Philippe Stark et avec toute l'équipe, et puis avec les hommes et les femmes, beaucoup de femmes qui ont rempli un rôle magique. Ouais, vous avez disrupté, parce que même dans la déco, vous parlez de Stark, c'est vrai qu'il faut aller voir vos hôtels parce qu'ils sont originaux, ils sont jeunes, ils sont branchés, on y est bien. Voilà, c'était aussi un lieu où on devait y être bien. C'est ça l'idée, il y a un grand espace où on peut se reposer, il y a cette idée-là. On vend autre chose qu'une simple chambre ou un repas, on vend une petite bulle de bonheur, on vend un petit... Voilà. C'est vrai. Moi, ce que je dis à nos équipes, c'est quand les gens poussent la porte, alors surtout dans le climat anxiogène dans lequel on est aujourd'hui, apportez-leur du bonheur. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on est en train d'inventer? Qu'est-ce que vous êtes en train d'inventer, tous les professionnels de l'hospitality, puisque ça y est, vous avez vu, je me mets au langage des professionnels. Qu'est-ce qu'on invente? Qu'est-ce que vous êtes en train d'inventer? Alors, d'inventer, c'est plus justement d'aller chercher, d'élargir le panel de clientèle. C'est-à-dire qu'effectivement, vous parliez de touristes, il n'y a pas que les touristes aujourd'hui qui vont dans des hôtels. Effectivement, on vient à l'hôtel, c'est pour dormir, on y vient aussi pour dîner, on y vient pour passer un bon moment, pour boire un verre. Maintenant, aujourd'hui, on y vient aussi pour aller regarder un film, pour faire une partie de bowling, et pour travailler également. Maintenant, l'hôtel est effectivement un lieu global. Global, et donc qui attire à la fois une clientèle locale, et effectivement, on n'a pas besoin forcément de venir très loin. Ça peut être aussi soit juste y venir pour un moment dans la journée, ça peut être aussi à l'échelle régionale, de se dire justement, j'ai envie de vivre cette expérience que cet hôtel m'offre, et donc sur les city breaks, donc on n'a pas besoin de venir de l'autre bout du monde pour tester. C'est vrai. Et en fait, l'idée de l'hôtellerie évolue vers plus d'expérience. On va chercher du sens, on va chercher une expérience, et c'est ça qu'on offre. Juste, réglons cette affaire, parce que c'est un débat autour de l'emploi et donc de la possibilité de vos étudiants de trouver un emploi. Je sais que le secteur est très ouvert, je pense qu'ils ne peinent pas à trouver un emploi, on est d'accord. On vient les chercher, surtout que votre master est coté, mais il y a eu Airbnb quand même, qui est venu percuter. On en revient toujours sur plein de sujets sur ce plateau. Le numérique vient percuter des modèles existants traditionnels, c'est-à-dire je paye une chambre d'hôtel, je la paye pour la nuit, puis je m'en vais. Airbnb disrupte. Il y a de la place pour tout le monde, ou vous dites qu'ils font quand même un peu de mal au secteur de l'hospitalité?
En fait, c'est comme toutes les crises qu'on a évoquées. À chaque fois, c'est un événement un peu extérieur qui vient challenger l'hôtellerie et qui fait qu'on se réinvente et qu'on va chercher des nouveaux concepts. Et c'est aussi Uber et les taxis. Et c'est aussi parce qu'il y a eu Airbnb que l'idée c'était pour les hôtels d'offrir autre chose que juste un appartement qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de. Ce que dit Serge Trigano, c'est-à-dire que c'est pas, on n'achète pas une chambre d'hôtel, on achète un rêve, un concept. C'est ça. Airbnb, je veux dire. Comment vous vous situez? Parce que vous avez cette marque Mama Shelter, elle est exportée dans le monde entier. Vous dites qu'ils ont fait du mal ou ils ont fait du bien? Non, je dis que c'est des génies. Je dis que c'est formidable. Dans ce qu'ils ont fait, il n'y a rien à dire. C'est le truc. Tous les gens du métier se mordent les doigts de ne pas l'avoir inventé soi-même. Le mec est formidable. Bon, maintenant, Airbnb, quoi qu'elle soit leur discours d'application et autres, ils vous louent une chambre ou un appartement. Nous, dans les hôtels lifestyle, on essaie comme tu l'as dit, on essaie de vendre autre chose, de vendre une expérience, la fête, un lieu de travail, puisqu'il y a de plus en plus de séminaires qui se passent dans ces hôtels. Un accueil stylisé, je trouve que le recrutement est aussi à l'image de l'établissement. Donc bravo Airbnb, mais bravo à tout le métier. La beauté de nos métiers, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour le Airbnb, pour la petite maison de famille, pour les grandes chaînes hôtelières, pour du luxe, pour du Mama Shelter, pour des terrains de camping. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de l'inquiétude ou pas? Est-ce que vos collaborateurs, vos étudiants, commencent à se poser des questions, à dire, là on voit les chiffres, le Covid ça a fait baisser de 50% l'activité, beaucoup d'entreprises ne sont pas revenues à l'état où elles étaient avant Covid, donc je pense au groupe Accor, ça va beaucoup mieux mais c'est pas gagné. Est-ce que certains des étudiants disent j'ai peut-être pas pris le bon secteur, ou ils y croient, ils foncent et ils trouvent que c'est le secteur dans lequel ils se sentent bien? Alors c'est sûr que c'est le secteur dans lequel ils se sentent bien, ça il n'y a pas de doute. Et même si à un moment donné ils se disent est-ce que je vais vraiment trouver le métier, le boulot que je veux demain à la sortie de mon Ils cherchent quoi d'ailleurs vos étudiants là? C'est quoi ils veulent partir à Los Angeles, ils veulent partir sur les plages d'Honolulu ou ils veulent venir dans un petit coin du Gers ou de la campagne? Honnêtement il y a de tout. Et ça fait aussi la richesse de chaque classe en fait, c'est qu'il y a de tous les profils. En tout cas, ce qu'ils recherchent, c'est un bon équilibre entre des métiers où ils sont beaucoup en interaction avec les gens. C'est généralement des personnes qui aiment les interactions. C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans ce secteur. Mais aussi, là où on les stimule, on leur propose de prendre des responsabilités, on les challenge et on leur laisse de la place pour innover et pour être force de proposition. Donc, ils aiment cet équilibre-là. Ils sont prêts à apprendre. Ils sont prêts à être assez patients, mais ils ont envie quand même qu'on leur laisse la place de jeunes et de créateurs. Et puis, si je peux me permettre, qu'on les écoute. C'est un des rares métiers où vous pouvez grandir rapidement dans la compagnie dans laquelle vous êtes. C'est pas la peine d'avoir tous les diplômes. Le gars ou la fille qui bosse, qui a envie de bosser, il va rentrer à la réception, il va être chef de réception, il peut être demain responsable d'un hôtel, d'un mama ou autre. C'est aussi un point. C'est ce que vous avez fait, c'est la politique que vous avez menée. C'est ça, faire évoluer des jeunes. C'est assez jeune, vos collaborateurs sont jeunes, c'est un choix tactique, ça. C'est un choix. On vient d'offrir le mama à la Défense. À la Défense, oui. Une grande partie de l'encadrement, c'est des gars et des filles qui ont commencé dans différents mamas à droite et à gauche et qui sont responsables de l'encadrement du nouveau mama. Alors là, la Défense, juste parenthèse, vous l'avez bien précisé tout à l'heure, on mélange les vacanciers, les touristes avec l'appareil photo. Là, la Défense, c'est moins vrai. C'est quoi? C'est de l'hôtellerie d'affaires? C'est de l'hôtellerie d'affaires. C'est en même temps à 4 ou 5 stations de métro des Champs-Élysées. Donc pour le week-end, c'est aussi une possibilité pour des gens. C'est aussi, oui, c'est vrai. De venir, voilà. Et puis c'est apporter de la vie dans un endroit qui est un peu tristounet, quoi. La Défense, c'est quand même pas l'endroit le plus sexy de la Terre. Ouais. Et nous, pareil, on va disrupter, comme vous dites, l'environnement, quoi. Voilà. En termes d'emploi, en termes d'attractivité, il y a eu un débat, et on l'avait posé sur ce plateau, sur un certain nombre de salariés de la restauration qui disaient nous, on n'y va plus. C'était le moment où tout le monde partait en télétravail. Eux disaient moi, le télétravail pour servir le café, c'est un peu compliqué. Et ils réclamaient des augmentations de salaire. Est-ce que c'est ça? Bon, là, il y a des négociations qui ont eu lieu, il y a eu des augmentations. C'est que le salaire qui bloque là en ce moment dans les difficultés de recrutement, ou est-ce qu'il y a autre chose autour du sens, autour de l'envie de se lever le matin? Comment vous regardez ce sujet un peu sociologique finalement? Effectivement, la question du salaire, elle est importante, mais il n'y a pas que le salaire, effectivement. Et de la même manière qu'on disait, la clientèle même va se tourner vers une quête de sens, vers une quête d'expérience. C'est le cas aussi pour les employés, qui viennent chercher
du sens à leur carrière, du sens aussi dans leur équilibre de vie. Donc excusez-moi, c'est compliqué parce que quand vous avez un poste en hôtellerie, on vous dit c'est 14h, 23h, parce que c'est l'accueil. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. C'est des métiers où on travaille pendant que les gens s'amusent. C'est là où c'est compliqué, non, Serge Trigano? Bien sûr, c'est là où c'est là où le recrutement n'est pas si simple. On a du mal à trouver des garçons, des filles qui veulent travailler le soir, qui veulent travailler les week-ends. Ah ouais. On en parlait tout à l'heure avant de vous rencontrer. Un des sujets, à mon avis, importants, c'est le logement. Clairement. Comme pour les jeunes gars et filles qui travaillent dans nos métiers et qui finissent à 1h du matin, qui doivent prendre le métro pour rentrer à 3/4 d'heure, 1 heure du lieu de travail, c'est pas évident. Voilà. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel on doit travailler les uns et les autres, qui avait très bien anticipé le club à son époque en logeant les géos dans les villages. Alors c'est plus facile à faire quand on est au bout du monde que quand on est dans les villes. Mais là, je reviens de Dubaï où j'ai dormi dans un hôtel 25e heure, qui est un peu comme le Mama, mais version allemande. Ils ont loué un immeuble dans lequel ils logent tout leur staff. Et le staff, il est à 300 mètres de il sort du travail et il rentre. Voilà. À mon avis, c'est un de nos vrais sujets. Il y a le salaire, mais comme tu le dis, c'est un métier qui donne du sens, qui permet de faire évoluer. Le salaire est important. Mais au-delà de ça, il y a ce problème du logement, le problème des coupures. Logement, temps de transport et coupures. Parce que certains disent, mais moi, de 13h à 16h ou à 14h, 16h, je fais quoi? Je fume une cigarette dans ma voiture et je regarde Internet. Enfin, c'est terrible. Il y a une tension sur ce sujet de l'emploi, là, en ce moment. Alors, vous avez une réflexion globale sur les modèles, mais le modèle ne se fait pas sans les collaborateurs. Enfin, je veux dire, le tourisme ne vit que parce qu'il y a des gens derrière la caisse, derrière le bar, pour nettoyer les chambres. Ouais. C'est un métier d'hommes et de femmes, et effectivement, c'est un métier où l'humain est essentiel. Donc, c'est le grand challenge, et c'était un des thèmes, effectivement, qui ont été abordés par tous les acteurs du secteur qui étaient présents à la Fabrique du Tourisme. C'est effectivement de se dire comment on va améliorer l'attractivité du secteur, et c'est aussi passer par renforcer la marque employeur, essayer de créer aussi une visibilité, d'évolution. Au-delà il y a des choses qui sont inhérentes au secteur, bien sûr, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à côté, justement, qui va venir compenser? C'est quand même un métier souvent de passion, et je le vois, et quel que soit. Alors, c'est vrai qu'on mentionne beaucoup les métiers opérationnels. Ce qui est intéressant dans la Fabrique du Tourisme, c'est qu'on a effectivement des gestionnaires, des opérationnels. On a aussi des métiers, des gens qui viennent de l'investissement, des métiers, des gens qui sont dans la promotion immobilière. Toute la chaîne, qui construisent. Exactement. Évidemment. Et donc, effectivement, là, le point de difficulté aujourd'hui, c'est effectivement la gestion des opérations et de trouver le personnel. On est d'accord, c'est le point noir. Vous êtes dans ce cas-là, Serge Trigano, aujourd'hui ou pas? Parce qu'il y a un côté prestige dans vos établissements qui font que, pour le dire un peu cash, c'est assez fun, quand on est jeune, de se dire, tiens, je vais bosser au Mama Shelter. C'est soit un poste où on grandit, ou c'est un poste où on y passe. Il y a un peu de ça. Honnêtement, vous peinez ou pas? Le Mama a peiné un peu. Il a perdu, comme tout le monde, 10 à 15%. On a retrouvé tout le monde, pratiquement. Et là, donc, hier, on ouvre la Défense ces jours-ci. On a trouvé les 110 personnes pour faire vivre la Défense. 110 personnes, l'établissement. L'ensemble de la direction, restauration, ça fait 110 personnes. Là, aujourd'hui, Mama Shelter, le groupe, c'est combien de collaborateurs à gérer? Ça doit être 1800 personnes à travers le monde. 1800 personnes, d'accord. Et donc avec des recrutements, j'imagine, locaux. Comment vous faites? Parce que du local. C'est ça. On recrute local et on a une équipe qui vient de Paris, ou des différents mamas, qui amène pour les former. Il y a une tradition orale au Mama plus que des trucs écrits. On retrouve un peu l'histoire du club. C'est vrai. Et donc c'est des gars, des filles qui viennent leur transmettre les attitudes, les comportements, l'histoire du Mama. Oui, le style Mama, parce qu'il y a un style Mama. Vous disiez populaire au début de notre échange. Populaire ou quoi? Un peu bobo, un peu cool, un peu bobo branché, un peu écolo. Comment vous votre clientèle, vous la situez à quel endroit? Honnêtement, c'est un peu tout. Le Mama, c'est un mélange. Vous pouvez avoir un soir un gars qui vient avec sa Mercedes 500, son chauffeur, parce qu'il veut s'encanailler rue de Bagnolet, et qui a entendu dire que c'était l'endroit un peu fun de Paris. Ça, c'est le 20e, c'est le 20e. C'est là où je suis allé, d'ailleurs. Qui arrivent de la station de métro Gambetta et qui vont se payer une pizza à 12 € et un café, et qui sont dans l'hôtel dont on parle actuellement, dans le lieu dont on parle. Donc c'est ce mélange qui fait la richesse du Mama, avec... Je crois que la force du Mama, ça a été d'ouvrir les portes de l'hôtel sur la population locale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a plutôt mieux résisté à la crise que la plupart des... Hôtel dans la ville. On est l'hôtel dans la ville. À Bordeaux, c'est les Bordelais qui font l'ambiance du Mama. À Toulouse, c'est les Toulousains. Oui, c'est un lieu de vie aussi. Ils se sont appropriés.
Et quand vous allez sur le rooftop de Los Angeles, vous avez à côté de vous les gars et les filles de chez Netflix, de CNN, donc vous sentez les vibrations de la ville. C'est ça un petit peu la force des mamas. À la fois populaire, branché et jeune, plutôt jeune. Votre école, votre master, la suite c'est quoi? Vous dites on garde l'espoir, mais il y a de l'inquiétude là, avec tout ce que l'on voit. Je voudrais boucler quand même ce qu'on se dit, parce qu'on parle d'espoir, on parle de métier de passion, on parle de pénurie. On ne peut pas le déconnecter de la crise actuelle. Vous êtes en train de la cogiter, cette crise, de vous dire il faut anticiper, il faut réfléchir. Je pense à Courchevel, par exemple, qui est assez symptomatique d'une ville où il y a beaucoup de familles russes qui y logent très longtemps. Il y a d'autres territoires et d'autres espaces. Est-ce que vous y réfléchissez à ça ou pas? Ou est-ce que vous êtes dans votre formation avec vos étudiants et vous leur dites, bon, on va s'organiser? Non, mais ça fait un moment que l'hospitality intègre aussi d'autres activités du type le co-living, le coworking. On a aussi souvent des entreprises qui ont des maisons de seniors, des résidences pour personnes âgées qui viennent nous voir. On a même des gendarmes qui nous ont contactés il n'y a pas longtemps. Des gendarmes, ils veulent faire un mama shelter dans les gendarmeries ou quoi? Et en tout cas, ils veulent s'adresser à nos étudiants pour la proposer, parce que c'est, comme je le disais avant, c'est des personnes qui sont dans l'humain à la base. Donc, oui, parce que le mot hospitalité, il y a ce mot. Exactement. Donc on a vraiment un champ des possibles qui est très très large, qui est plutôt en train de s'ouvrir que de se refermer d'ailleurs. Donc pas de souci pour vos étudiants. Donc on ne s'inquiète pas du tout pour nos étudiants. Juste avant de nous quitter, Serge Trigano, c'est intéressant parce qu'on parle aujourd'hui de cette difficulté de recruter. Vous aviez une idée assez géniale, c'était l'an passé, avant que la crise des EHPAD arrive, vous avez dit il faut tout transformer les EHPAD, il faut créer entre guillemets, des mama shelters dans les EHPAD, créer une espèce d'esprit un peu plus fun. Parce que qu'est-ce que c'est triste un EHPAD? Vous avez toujours cette idée en tête? Plus que jamais, j'imagine. Toujours, mais on ouvre au mois de mai la première Casa Barbara, qui est une maison de retraite c'est pas un EHPAD, c'est avant l'EHPAD, c'est les maisons de retraite non médicalisées avec le groupe Corian, et elle ouvre à Levallois dans quelques semaines. On est en train de travailler. On a pris un chef de cuisine prestigieux qui travaille à côté d'ici, qui est Pierre Gagnère, qui va imaginer la restauration, une décoratrice pleine de talent, Sandra Benamou, un couple d'anciens du Club Med qui vont gérer ça et d'apporter de la vie. Toujours le Club Med. Hein. Voilà. Vous avez retiré mais la seringue, mais vous êtes toujours Club Med. En 50 ans de ma vie, c'est ça. Il reste un petit quelque chose. C'est quand même c'est une sacrée histoire. Donc ça veut dire que des groupes comme Corian, dont on a parlé d'ailleurs dans l'actualité, eux aussi se transforment. Absolument. Pour créer quoi? Des espaces de convivialité, un peu presque de bien-être finalement. Côté Corian est dirigé par une femme exceptionnelle qui est Sophie Boissard, qui a une vraie vision de ce métier, qui a des vraies valeurs. Et nous, on est très heureux d'avancer avec eux. On travaille avec une équipe de pros qui ont envie de faire bouger ce monde-là et d'y apporter. Et quand ils ont fait une étude de marché, les gens ont dit on voudrait retrouver l'ambiance d'un village club dans ces maisons de retraite. Donc en fait, on n'est pas très très loin du sujet qui nous concerne. Ce rapport au tourisme, au bien-être, à être bien dans un lieu. Parce que sinon, c'est ça le tourisme. C'est se sentir bien dans un endroit et d'y revenir. Les éléments là, un petit peu stratégiques sur lesquels vous planchez, c'est quoi là, avant de nous quitter en quelques mots? Les grands axes là, dans l'année qui vient, année tourmentée évidemment. Les grands axes, c'est justement effectivement alors, nous dans ce côté développement de l'investissement, c'est aller chercher des actifs qui sont hybrides. Donc comment on les conçoit, comment on les gère, avec qui, comment on répartit la valeur, comment on se met d'accord pour effectivement faire un produit qui va être à la fois qui va répondre aux attentes et qui va aussi en même temps répondre aussi aux intérêts financiers de chacun. Donc on va vers ça, on va mettre. C'est une industrie aussi, le tourisme. C'est un moment de plaisir en bout de chaîne, mais c'est d'abord une industrie et de l'investissement et des très gros investissements. Merci Serge Trigano de nous avoir rendu visite. Le Mama Shelter, le dernier, c'est à la Défense. Puis il y en a partout, 16 dans le monde, Rio, Los Angeles, Prague, pour ne citer que cela. Et puis celui de Bagnolet, qui est l'historique, dans le 20e arrondissement. Merci Cécile Leclerc de nous avoir rendu visite. La fabrique du tourisme. Et puis vous êtes dans l'investissement, on l'aura compris, parce qu'il y a aussi des enjeux d'investissement sur ces sujets touristiques. Et puis Johanna Wagner, elle accompagne ces étudiants qui, globalement, risquent d'avoir un job. S'ils ont envie de le saisir, ils auront un travail après avoir fait le master IMI de l'ESSEC, et vous êtes en charge des relations entreprises de ce master. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Il y a un petit air de vacances, même si le contexte ne s'y prête pas beaucoup. Puis on termine, tiens, vous allez voir, avec Fenêtre sur l'emploi, avec une campagne du département des Hautes-Alpes pour donner envie à vous d'aller travailler dans les Hautes-Alpes. Une campagne d'affichage qui est assez incroyable, et on accueille le représentant de ce beau département.
fenêtre sur l'emploi. Comment donner envie à des salariés, à des collaborateurs de rejoindre un département, notamment celui des Hautes-Alpes? Eh bien, on en parle avec Yvan Chex. Bonjour Yvan. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes. Alors, les Hautes-Alpes, c'est Gap, la préfecture? Oui. On est d'accord, hein? Préfecture Gap, sous-préfecture Briançon. Voilà, sous-préfecture Briançon, la ville la plus haute d'Europe, si je ne m'abuse. C'est un très beau département. Et ce nom de département est lié à une époque où le point culminant de la France, avant le rattachement de la Savoie, c'était la Barre des Écrins, dans le département des Hautes-Alpes. Que j'ai gravi, je tiens à vous D'où le ce dire. joli nom. La Barre des Écrins, qui est une très 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 belle montagne. Les Hautes-Alpes, c'est un très beau département. Et vous dites, tiens, on va tendre la main aux collaborateurs. On va parler de Pôle emploi, évidemment. Je voudrais qu'on voit quelques illustrations, parce que pour donner envie, il faut aussi promouvoir l'image, évidemment, du département. Regardez cette campagne de communication. On pourra la voir où, cette campagne? Dans les journaux, dans les 4x3, dans les gares? Un peu d'affichage, un peu de presse écrite, et puis surtout une communication très puissante sur le digital, les réseaux sociaux, parce qu'on veut cibler des jeunes actifs. Et c'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils nous écoutent et qu'ils nous voient. Et là, c'est une belle image qui montre le lac de Serponçon, Oui. au pied du barrage Serponçon, un des plus grands barrages d'Europe. C'est un beau département, on a cité le parc des Écrins, Serponçon, les stations, Serre-Chevalier, Montgenèvre. C'est un département qui ne manque pas d'atouts et pourtant qui peine à recruter. Deuxième affiche, on va pas toutes les faire parce que c'est une campagne assez large. Il y a à la fois le plaisir de voir une femme en maillot de bain peut-être dans quelques instants et un skieur. Ça, ce skieur est magnifique. Je ne sais pas de quel sommet il est, mais en tout cas, il est très très haut et il va partir probablement faire du hors-piste. Alors là, on est du côté de la Meige. La Meige. On est à 2 pas du refuge de l'Aigle, Oui. qui est planté là, au sommet de cette montagne, cette vallée magnifique. C'est la Haute-Romanche, qui surplombe le village de la Grave. Le fameux village de la Grave, qui est un lieu typique pour les montagnards, pour ceux qui font... C'est un des hauts lieux du ski dans le monde. Exactement, Oui. Qui attire tous les riders du monde entier. Concrètement, comment vous est venue cette idée? D'abord, vous l'avez dit en introduction, on a des difficultés à recruter. Quels sont les secteurs où vous peinez et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce type d'initiative? Alors c'est assez nouveau pour le département des Hautes-Alpes. C'est un petit département, 140 000 habitants, troisième département le moins peuplé de France. On a eu quelques tensions, mais de façon très épisodique dans le passé. Là, c'est un manque de main-d'œuvre massif. 2400 postes sont à pourvoir aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Tertiaire, industriel... Tous les secteurs d'activité. Alors, le tourisme, qui est la principale activité chez nous. On vient d'en parler. Mais le bâtiment et travaux publics, l'agriculture, les services à la personne... Tous les secteurs d'activité sont en tension, même les collectivités locales ont de la peine à recruter. Même les collectivités. Ça veut dire que là, vous êtes tourné, au-delà de la campagne d'affichage et des réseaux sociaux, vous allez vous tourner et vous vous êtes tourné vers Pôle emploi. Comment ça va marcher concrètement? Ceux qui nous regardent se disent, après tout, j'en ai un peu marre de l'Île-de-France, j'ai une compétence qui peut coller, comment ça va marcher? Alors, on a mis en place un dispositif qui est assez simple en vérité, qui s'appuie sur 2 leviers. Dire que dans notre département, on a des métiers à pourvoir et qu'on a un cadre de vie qui est assez exceptionnel. Beaucoup de gens choisissent les Hautes-Alpes pour venir en vacances. On peut aussi venir pour y vivre et y travailler. Et on a mobilisé alors, les entreprises au travers des fédérations professionnelles pour s'assurer que, d'abord, les employeurs jouaient le jeu et proposaient des offres d'emploi attractives en termes de rémunération, de conditions de travail, qu'ils s'engagent également à faire remonter l'intégralité des offres d'emploi à pourvoir sur un site unique Internet qui s'appelle métiershautes-alpes.net. Donc qui est piloté, j'imagine, par le département. Et ce site est piloté par Pôle emploi. Alors, et Pôle emploi. Qui, pour le coup, a mis en place un dispositif assez innovant à l'échelon national, avec une vraie mobilisation de ses conseillers et une vraie animation de ce site Internet. Et puis nous, agents de développement des Hautes-Alpes, nous coordonnons le tout et puis nous communiquons massivement pour essayer de susciter de l'intérêt. Donc vous êtes l'élément qui vient communiquer à la télévision et qui organise cette campagne. Pôle emploi va faire comment? Elle va distribuer ces 2400 offres partout dans ces agences, dans d'autres départements. Comment elle va faire pour, au-delà de l'intérêt qu'on peut avoir en regardant ces visuels, on se dit, oui, effectivement, c'est sympa d'aller bosser là-bas. Alors, elle active tous ses relais, c'est leur cœur de métier. Elle dispose d'argumentaires complémentaires sur l'attractivité du territoire, sur quelques facilités également pour s'installer, pour se loger. Et puis, ils sont pleinement mobilisés. On a mis en place avec eux, et c'est assez étonnant quand on connaît cette vieille maison qui est Pôle emploi, enfin qui est jeune, mais avec une activité au long cours, des barnums de l'emploi. On s'est installé sur les fronts de neige de station. Et on avait une petite armée de conseillers de Pôle emploi qui allaient au contact des vacanciers et qui leur disaient « Vous pouvez aussi venir vivre et travailler dans ce département ».
Et ça suscite une belle mobilisation. Alors on est au début de cette campagne, il va falloir insister pour pouvoir satisfaire tous les besoins en manœuvre, mais on a le sentiment qu'il se passe des choses, en tout cas que ça mobilise les entrepreneurs et Pôle emploi. Avant de nous quitter, Yvan Chex, il y a deux sujets. Il y a ceux qui vont choisir un secteur industriel du secondaire dans des industries de vallée. Et puis il y a ceux qui vont dire, tiens, je suis dans le tourisme, on l'a évoqué il y a quelques instants, et moi, le tourisme de montagne m'intéresse, sauf que très vite, on se heurte, et on le voit, à des difficultés de logement, à des coûts qui sont montés, et certains ont du mal à se loger. Ça, c'est un vrai sujet aussi dans les questions de tourisme. Oui. Je ne parle pas des saisonniers d'ailleurs, hein. Les saisonniers galèrent un peu, mais ceux qui veulent s'installer dans une station, on voit tout de suite des prix très hauts. C'est difficile d'accéder aux stations. Oui, et la crise que nous venons de traverser n'a que renchéri cette difficulté. Les ventes immobilières dans le département des Hautes-Alpes ont bondi de 35% entre 2000 et 2021. Et donc le prix, j'imagine, est monté. Le prix du foncier et du bâti a augmenté. Donc effectivement, notre responsabilité avec les entrepreneurs, avec les collectivités, c'est de mettre en place des dispositifs pour pouvoir loger les personnels, pour pouvoir sédentariser de jeunes actifs, de jeunes Haut-Alpins qui veulent vivre au pays. Ouais, c'est le débat qui a été posé dans le débat tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes dans l'hôtellerie puissent avoir un logement qui ne soit pas, surtout en période hivernale, à une demi-heure en voiture. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Le mieux, c'est qu'ils soient sur site. Et oui. Ils seront plus disponibles et plus épanouis. On limite également la mobilité, parce qu'on l'oublie souvent, mais quand on dit qu'il y a des difficultés d'accès dans tel et tel site touristique, très souvent, les populations locales participent de cette difficulté de mobilité. Donc, il vaut mieux que les gens, en vérité, mais vous connaissez ça aussi en région parisienne, vivent là où ils travaillent. C'est plus simple en termes d'accès à l'emploi. 2400 postes à pourvoir dans les Hautes-Alpes. 5% de l'emploi. 5% de l'emploi total du département. C'est énorme. Vous avez, j'imagine, peut-être un tableau ou un camembert qui nous permet de savoir, c'est plutôt dans le tertiaire, c'est plutôt dans l'hôtellerie, c'est les secteurs là vraiment où il y a la plus forte demande. Alors c'est très corrélé à la population active de chaque secteur. D'accord. C'est 30% dans le tourisme, c'est un peu plus de 15% dans le bâtiment et travaux publics, même si sur cette période hivernale, il y a un peu moins de sollicitations. Et puis ensuite, ça se répartit sur les autres secteurs d'activité. Concrètement, si on veut s'intéresser, on se dit, moi j'ai un coup de cœur pour ce département, je l'ai vu, j'ai vu votre campagne, je connais ce département, je vais sur le site internet Pôle emploi, je contacte Pôle emploi, comment je fais ? Ou sur le site du département ? Vous avez deux points d'entrée, c'est ou le département des Hautes-Alpes, hautes-alpes.net, vous aurez l'intégralité de l'offre de ce beau département, ou bien un site plus spécifique qui s'appelle métier.hautes-alpes.net, où là vous trouverez les 2400 offres d'emploi et je l'espère votre bonheur. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous vous êtes donné combien de temps d'ailleurs, Yvan Chex, pour voir, parce que 2400 emplois, 5% d'un département, c'est pas rien quand même, ça va vous prendre un petit peu de temps, j'imagine. Alors on n'avait pas en vérité bien apprécié la profondeur de la difficulté. C'est ça. Et en vérité, on s'est aperçu que le besoin était grand et que la campagne va durer, mais elle s'enrichit d'autres besoins. On est en train de mettre en place des dispositifs pour inciter à l'installation des médecins généralistes et spécialistes. Autre sujet important. Donc on a vraiment là un sujet qui ne concerne pas que les Hautes-Alpes, qui concerne tous les coins de France. Les déserts médicaux, oui. Mais qui nécessite qu'on s'en occupe et qu'on s'emploie. Oui, parce qu'il y a le sujet que vous soulevez, mais on n'a plus le temps, sur les infirmières, sur évidemment tous ceux qui doivent sillonner la montagne à la rencontre de personnes âgées qui continuent à habiter en chalet, dans leur maison tout simplement. Et ça, c'est un autre sujet important. Merci Yvan Chex. Allez donc jeter un œil dans les Hautes-Alpes. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un très très beau département. C'est le plus beau département de France. Vous ne me croirez pas si je dis ça. Que j'aime beaucoup en tout cas. Merci Yvan Chex, directeur de l'Agence de développement des Hautes-Alpes. Avec cette campagne, vous l'avez peut-être vue ou vous allez la découvrir. Et puis allez donc du côté de Pôle emploi ou du côté de l'Agence de développement pour peut-être trouver un emploi à votre pied. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse à la réalisation, merci à Saïd au son, merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci, je serai là demain évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.